Si je bouge pas, je sais pas si t'as une image nette, mais c'est assez beau parce que t'as vraiment des. Ils ont un peu éclairci la forêt, ils ont un peu coupé des arbres. Du coup, t'as un peu de lumière qui rentre. Ouais. On avait fait ce call il y a 3 semaines. T'aurais eu un parterre de fleurs violettes et blanches, mais comme un tapis. Vraiment magnifique. J'adorais cet arbre quand j'étais petit. Tu vois lui, tous ces vers, ces petites vies animales, qui est, si tu prêtes pas attention, si tu t'arrêtes pas dessus, tu passes à côté sans faire attention, quoi. Moi, j'avais découvert en lisant ton texte la première fois à ton exposition. Donc, tu avais vraiment relié aussi, tu as fait un travail où tu avais relié à une petite architecture, à un banc, tes éditions. Donc, tes éditions faisaient vraiment partie intégrée de l'architecture du lieu d'exposition. J'avais pu découvrir du coup que c'était un des premiers peintres avant cette tendance-là, un des premiers peintres qui s'est intéressé au sous-bois. En fait, il les a représentés. Du coup, ça, j'avais trouvé ça. Enfin, là, je t'avais bien imaginé trouver justement cette information et valoriser cette information-là qui était. C'est une information, en fait, déjà historique. Et du coup, ça me faisait penser encore une fois à ce qu'on rapport à l'archéologie. Donc, toujours ce rapport à l'histoire, à s'intégrer à faire des œuvres et un travail dans l'histoire de l'art. Et du coup, de rectifier un peu aussi cette chose, ce peintre oublié. Ce qu'il faisait lui aussi, quoi, c'était valoriser un sujet qui n'était pas du tout traité à son époque. Donc c'est encore la question du regard, je trouve, qui était lui-même dans sa pratique et que toi t'aimes faire, c'est-à-dire de par ton regard qui est posé sur un sujet, remettre en lumière des éléments historiques et un travail et revaloriser un travail d'image qui a été fait. Ouais, d'ailleurs, j'aimais bien ce rapport vraiment d'échelle qui est presque le sujet même au final de ces peintures-là, qui jouent sur l'importance des choses et de leurs échelles. C'est-à-dire l'intérêt qu'on donne au monde microscopique, aux petites choses, ou si on traite des sujets de grande taille. Enfin, ça parle des sous-bois qui sont du coup ces lieux que j'arpente plus que jamais depuis ces 2 derniers mois. Dans Sotobosco, j'ai bien aimé tout ton travail de description de tous ces petits animaux, de toute cette petite vie proche du sol et auquel on ne portait pas forcément intérêt à cette époque, avant que les Sotobosco soient vraiment... Je suis obligé de me plier. Wow. C'est bizarre, ça fait longtemps que je suis pas revenu, du coup il y a vraiment des trucs qui sont devenus un peu morts alors qu'avant c'était plein de vie. Bref. Et comme dans tes autres pièces, c'est qu'il y avait l'envie de valoriser quelque chose qui était oublié, qui n'avait pas été forcément valorisé comme toi tu pourrais le faire ou comme toi tu aurais voulu qu'il le soit. Donc c'était valoriser son travail de peintre, sa reconnaissance. Je crois que il me semble que t'es la seule à avoir du coup l'ensemble de ces travaux qui n'avait pas eu de texte ou beaucoup de textes écrits sur son œuvre, et que toi tu as été la seule à collectionner du coup en allant chercher dans différents musées européens. Là je sais pas si tu vois, je pense pas que tu verras. En fait c'est des chemins on voit pas trop, mais en fait tu as des chemins qui sont centenaires, ou parfois on a qui disent millénaires, d'animaux. En fait les animaux ils reprennent souvent les mêmes chemins.
Du coup, après, les mères qui trimballent les petits fans ou des trucs comme ça, ils vont refaire les mêmes chemins que leurs parents, que leurs descendants. Et du coup, tu as des petits chemins dans la forêt avec plein de traces comme ça. C'est là où passent régulièrement les animaux, en fait. Ils gardent les mêmes chemins. Moi, aussi, ce que j'aimais bien dans le sujet que tu as choisi avec les Sotobosco, c'était ce rapport entre la vie, la mort, entre la nuit et l'aube ou la petite étincelle de lumière. Et je trouve que dans tes autres projets aussi, tu as ce rapport-là justement de mettre en lumière des choses oubliées, donc des choses qu'on aurait pu juger un peu abandonnées ou mortes en tout cas, laissées à l'oubli dans tes travails d'archives, de valorisation d'archives, dans tes valeurs aussi dans ton travail où tu vas aller tenter de refabriquer un vrai faux tableau qui a été volé pendant la Deuxième Guerre. Donc je trouvais que ce sujet correspondait bien, en tout cas pour moi, avait complètement un écho avec ta manière à toi dans ton travail de valoriser quelque chose qui allait ou qui aurait pu tomber un peu dans l'oubli. Là on arrive dans une partie de la forêt où c'est plus des petits bois, des petits arbres quoi. Ça va être moins des grands arbres, des grands pins comme on a vu. Ça va être des petites branches. Bref, mais non mais ouais, non, ce qui est beau à la fois dans ce tableau et dans ton travail en général, je trouve que c'est ce travail de révéler une beauté un peu cachée, une beauté un peu oubliée, un peu secrète. Et c'est vrai que dans la description du tableau que t'en fais, en étant allé le voir, en ayant photographié et pris le temps de l'observer attentivement, c'est aussi de détailler ce que tu fais à la fin de ton texte, dans cette dernière page. C'est de détailler vraiment ce doute qu'on aurait pu avoir face à ces petites touches de lumière, à ces petites touches presque phosphorescentes. Et pour en tirer la conclusion que tu fais sur l'incarnation vraiment de la beauté secrète qui est révélée, de la nature et peut-être de la science et des dieux que tu proposes en termes en guise de conclusion sur l'observation de ce paysage. Et du coup, j'essaie de te dire qu'il y avait vraiment ce truc-là à chaque fois de trouver quelque chose de précieux. Alors même si c'est pas forcément précieux parce que c'est pas quelque chose de doré qui a une valeur en soi matérielle et de qualité, mais c'est trouver quelque chose qu'il manquait ou une petite chose du quotidien qu'on n'avait pas encore, où c'est vraiment ce plaisir de la trouvaille un peu magique et un peu magique que tu fais aussi du coup je trouve dans ton travail, avec aussi cette idée comme un archéologue qui doit collecter, numéroter, classer, ordonner. Toi t'es toujours aussi t'as souvent ces rapports dans tes pièces de collection et de réussir à valoriser une collection d'images souvent. Et en connaissant ta sensibilité pour certains sujets, en rapport aux images, aux formes, à la documentation, à l'histoire, je me suis dit quand même, alors je sais pas jusqu'où, parce que c'est vraiment, j'y ai vraiment pensé plusieurs fois, à ton coup de foudre avec l'archéologie enfant. Et en fait, je trouve que ça connecte. Si tu dis juste ça et que tu regardes tes boulots, je trouve que ça les connecte d'emblée. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans ce rapport à, je pense que l'archéologie, on sait pas que ça, mais je pense que la passion d'un archéologue, c'est de trouver une trace du passé, une trace du passé que du coup, quand tu le déterres, à chaque fois, en fait, c'est quelque chose de nouveau. Parce que même si l'artefact, on a trouvé le même, quasiment le même à côté, c'est toujours un objet qui a été redécouvert pour la première fois depuis 100 ans, 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans, je sais pas. Et je trouve que dans tous tes boulots, tu as ce truc-là de
d'essayer de trouver une petite pépite, en fait, de trouver une sorte de truc ultra précieux. Ah, et j'ai pensé aussi avec la description que tu fais donc de toute cette vie qu'il y a au premier plan, avec les éléments assez distincts, les fleurs, les papillons, et ceux qu'on peut imaginer ou difficilement voir, mais qu'on peut interpréter avec d'autres animaux. Ça me faisait penser aux mosaïques romaines où tu avais les premières représentations de petits animaux, presque pas domestiques, mais petits animaux qui étaient proches des habitants de l'époque quand ils faisaient des mosaïques, avec une représentation d'une souris en train de manger une noix qui était tombée, ou tu la vois, cette fameuse céramique où tu as plein de petits animaux ou petits éléments de la nature. Je crois que tu as une branche avec juste quelques feuilles, je crois que tu as une branche avec deux châtaignes, tu as la petite souris qui mange la noix, et tu as également une patte de poulet. Et du coup, le sotobosco, c'était cette chose-là, c'était de se mettre proche du sol et de regarder ces choses infimes et ces petites bêtes-là. Ah, et aussi, bien sûr, ça m'a fait penser à Deleuze dans son abécédaire. Quand il commençait donc, par le A comme animal, et qui parlait de son rapport aux animaux, et je sais pas s'il utilise le mot haine, mais lui est assez agacé par les chats et par les chiens, parce qu'il trouve que justement les humains ont un rapport trop humain et pas assez animal avec ces animaux familiers et familiaux. Et du coup, il parle vraiment de sa préférence pour les tiques, les poux ou les araignées. Donc c'est ces petites choses qui vont se coller à nous, et on va pas forcément les voir, ne s'en rendre compte tout de suite, mais et puis parler de sa préférence pour ces animaux-là plutôt que ces animaux comme le chat qui est un frotteur, ou comme le chien qui va aboyer bêtement. C'est con que tu puisses plus voir, mais c'était le trou que j'adorais. J'avais imaginé 20 000 histoires sur ce trou, je ne comprenais pas ce qu'il y avait. J'avais imaginé plein de trucs, mais c'est une maison, c'est une cabane qui s'est effondrée. Et après, j'imaginais que c'était un obus. J'avais imaginé pendant la guerre. Et là, regarde. Alors là, les sotobosco, tu vois ou pas? Là, il y a plein de bières. On voit pas bien, je pense. Il y a plein de lianes. Et là, on arrive dans une partie de la forêt où c'est plus des petits bois. Des petits arbres, quoi. Ça va être moins des grands arbres, des grands pins, comme on a vu. Ça va être des petites branches. Bref. En tout cas, j'ai remarqué et que j'ai bien vu que tu voulais pas parler de l'erreur ou de cette idée-là, mais l'erreur parce que parfois ça c'est l'erreur d'une manipulation, soit c'est l'erreur soit d'une numérisation un peu bête, un peu rapide dans cette série que tu avais présentée c'était à Montrouge, dans le spécimen. Pareil, c'est des erreurs en fait. À chaque fois, très souvent, c'est des erreurs de manipulation humaine en fait qui viennent perturber une image précise. Moi, je me suis posé la question de ce jeu d'erreurs. Donc, il y a ce plaisir à aller chercher aussi une modification due à l'usage, due aux techniques. Je trouve que tu as ce rapport quand même à l'outil qui est présent dans beaucoup de tes travaux, quoi. Quand tu parles à la fois de ton site sur cette série de la cathédrale, quand tu parles aussi des pixels que tu as essayé de recomposer sur des peintures qui ont disparu pendant la Deuxième Guerre et que tu as essayé de recoloriser sur ton ordinateur pour les donner à un copiste. Bon, c'est des rapports assez très proches, quoi. Et
Et ouais, je trouve qu'il y a souvent ce truc d'aller par l'image, de parler de la machine sans jamais la citer non plus. Bon, la citant rarement, parce qu'il y a pas forcément besoin. Ou quand tu donnes un médium comme le site internet, bon, bah, on sait très bien que... Oh là, faut que je trouve un chemin, là, putain. On sait très bien que voilà, sur les images qu'on a sur internet, au niveau de la colorimétrie, bah, ça crée des doubles et ça crée des nouvelles séries de peintures. Moi, j'ai vu des points communs qui me semblaient assez évidents, mais à chaque fois, t'es sur des images qui ont subi une transformation. C'est-à-dire, dans Astre et Poussière, bah, c'est des tâches, donc c'est des erreurs humaines qui amènent de l'effacement. Dans Voyage en Syrie, bah, c'est des images floutées, enfin, où le flou est important, du coup, l'image qui aurait voulu être montrée est altérée, avec toujours cette attirance pour le passé, j'entends, pour les gens qui sont allés faire ce voyage-là. Donc eux-mêmes ont fait cette démarche d'aller se rencontrer l'histoire, mais avec bien sûr leur propre histoire, comme tu le racontes dans cette envie de se rapprocher de l'histoire, avec donc, ce problème de femmes enceintes et de complexité de voyage là-bas. Dans la pièce que tu avais montrée à la Fondation Ricard, ERR, la transe et la transparence, c'est le dos des dossiers, le sorte de fantôme qu'on peut retrouver. Et dans tes peintures, que tu refais, tu cherches à refaire, c'est jamais les vrais aussi. Du coup, il y a toujours une transformation ou une altération de l'image qui a été faite. C'est dur de marcher dans une forêt à travers les arbres et de pas avoir la peinture sous les yeux et d'en parler. On en avait parlé il y a un moment, mais c'est juste sur ce rapport à la lumière. Mais c'est vrai que le mot lumière et le rapport à la lumière dans ce style de peinture et dans cette peinture-là particulièrement était important. Et bien sûr, ça m'a fait penser à Astre et Poussière dans ce jeu de tu parles à la fois du cosmos avec Cito Bosco et des lumières de la nuit ou même de ces petites touches phosphorescentes. On pouvait se demander si c'était une erreur, encore une fois, d'une photographie. Toi qui aimes bien jouer avec ces erreurs de reproduction ou de scan ou de photographie, on pouvait se demander si c'était ça, et tu parles à la fin du coup de ce jeu de lumière, de cette genre de mystère un peu magique, un peu sacré, seul de lumière. Du coup, je l'ai directement relié à ton travail que j'avais pu voir Astre et Poussière, avec ton travail d'édition et ce jeu d'erreur un peu humaine sur l'effacement d'une partie d'une image. Et là, au contraire, c'était quelque chose de lumineux, mais complètement magique, et que toi, tu n'avais pas envie de voir comme une erreur, mais comme quelque chose d'affirmé, quelque chose relié à la magie des scientifiques et divins qu'il pouvait y avoir derrière.